Salut, aujourd'hui je m'en veux de pas avoir fait cette vidéo depuis très longtemps sur cette chaîne. Aujourd'hui on va parler d'une science toute particulière sur cette chaîne puisque cette science ça s'appelle la neuromagie. Vous avez remarqué, je vous fais un peu cette vidéo à l'ancienne, un peu comme les masterclass de 2016. Ça nous permet en même temps de se retrouver et juste avant de commencer dans le vif du sujet, sachez que si vous êtes à La Rochelle, je suis demain le samedi 7 juillet en dédicace et en rencontre pour qu'on se rencontre à la librairie Calligramme de 10h30 à 12h30. Donc demain 7 juillet. Pour dédicacer entre autres mon nouveau livre qui je vous le rappelle est sorti depuis le mois de mai. Avec 50 nouvelles astuces de mentalisme mais un cran au-dessus du premier. La neuromagie donc ça mélange neurosciences et magie et c'était une vraie science qui a été développée aux États-Unis par deux personnes, à savoir Stephen McNick et Susana Martinez-Condé. Ils ont développé ça pour essayer de comprendre comment ça se fait que notre cerveau se faisait tromper en permanence dans les tours de magie et parfois dans le mentalisme. Évidemment les magiciens utilisent les failles cognitives de notre cerveau pour nous donner une illusion de réel. La meilleure définition que je connaisse de la magie c'est un pote qui s'appelle Spiouf. C'est un vrai nom. Qui me l'a donné un jour où on débattait sur qu'est-ce qu'était la magie de l'illusionnisme. Il a eu une belle phrase où il disait que c'est le fait de transformer le réel dans le réel. Pas de manière concrète, de manière simulée, c'est de faire croire ça au cerveau de l'autre. Et si on comprend comment font les magiciens, on comprend mieux les stratégies des publicitaires, ou comment appréhender une négociation, ou ce genre de choses. Lorsqu'on fait un tour de magie, même un tout petit tour de quand on est petit, quand on a travaillé un petit tour de magie, et qu'on le présente. En fait, ce qu'on veut, c'est que le spectateur ne perçoive pas la réalité dans sa globalité, en transformer le souvenir, et que le spectateur, en l'occurrence, l'observateur du tour de magie, n'ait qu'une seule solution possible en tête, c'est que c'était de la magie, quelque chose de complètement impossible, un peu paranormal. Et c'est exactement la stratégie aussi que j'utilise dans mes spectacles, où au-delà de l'humour et puis de la pédagogie un peu cachée dans le spectacle, tous mes coups de bluff, j'essaie de faire en sorte de pirater le cerveau des gens pour qu'ils ne se souviennent que d'une réalité, celle que j'ai bien voulu donner au moment où j'ai voulu la donner. Pour ça, il y a 3 défenses à faire tomber, ou 3 défenses qu'on peut attaquer ou manipuler, qui sont l'attention, la conscience et la mémoire de l'observateur. Je dis observateur plus que spectateur puisque on est plus dans les neurosciences là. L'attention c'est le plus simple à pirater parce que notre cerveau ne sait pas se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Il fait des focus en zoomant très fort sur une action à la fois, quitte à supprimer complètement le reste de ce qui se passe autour de lui. C'est une faille cognitive qu'utilisent les magiciens pour porter le regard et l'attention à un endroit plutôt qu'un autre. Et ils peuvent être très malins. Ils peuvent par exemple te donner envie de regarder un endroit où tu as l'impression qu'ils n'ont pas envie que tu regardes alors que c'est exactement là qu'ils ont envie que tu regardes. Un exemple très concret avec cet as de carreau qu'on mettrait par exemple dans un éventail ici, et puis s'il y avait un spectateur je lui demanderais de le pousser, mais là je vais le faire juste ici en le faisant rentrer dans le t-shirt, tac, on claque des doigts, il disparaît du jeu, il est plus du tout dans le jeu puisque forcément il est dans ma bouche. Alors oui, en vidéo, forcément, c'est dur de détourner votre attention puisque l'œil de la caméra, lui, n'a pas de concentration en fait. Il n'oublie rien et il voit tout. Là, si vous repassez en arrière, que vous voyez un petit peu au ralenti, vous allez voir comment j'ai fait, mais dites-vous dans la vie réelle qu'à une seconde précise, j'aurais dit, allez-y, poussez bien la carte dans le jeu. Et cette fraction de seconde, votre attention aurait été portée là et vous ne m'auriez pas vu faire le geste d'emmener l'autre carte à la bouche. Maintenant, je vais vous donner les résultats un petit peu des travaux de Stephen McNick et de Susana Martinez. Ils travaillent à l'Institut neurologique de Barrow à Phoenix et ils ont travaillé de concert avec plein d'illusionnistes pour essayer de comprendre tout ça. Qu'est-ce qui induit le public en erreur? Le post-image. Le post-image, c'est le fait de donner une sensation d'image, alors soit tactile, soit visuelle, il y a plein de manières de le faire, à un spectateur pour qu'il ait l'illusion que quelque chose existe encore, qu'un objet est encore sur scène, qu'une carte est encore présente. Dans le petit exemple que je vous ai fait juste là précédemment, on avait l'illusion en post-image que la carte était toujours présente dans le jeu alors que j'étais déjà en train de la porter à ma bouche. Les pickpockets sont très très forts pour ça. Par exemple, ils vont appuyer sur votre poignet le temps d'enlever votre montre pour que vous ayez encore la sensation de la montre sur le poignet. Vous connaissez peut-être ça quand vous enlevez une paire de lunettes de soleil et vous avez encore l'impression d'avoir les lunettes sur vous. Ça, c'est une post-image. La deuxième méthode, c'est la distraction passive. Alors là, ça peut être en faisant intervenir quelque chose sur scène ou quelque chose qui tombe à un endroit ou des lumières qui clignotent ou un foulard qui est agité. Le but, c'est de distraire la personne, même si elle a l'impression de maîtriser cette distraction, en fait, elle sera quand même un minimum distraite. La distraction active, alors là, on peut amener ça sur une distraction active, le fait que, par exemple, je demande à un spectateur d'appuyer lui-même pour ranger la carte. Donc là, c'est une distraction active pour lui, mais c'est une distraction passive pour les autres, puisque les autres vont regarder durant au moins 2 secondes ce qu'il est en train de faire et lui sera en plein focus dessus. Donc lui, il sera en distraction active et les autres en passive. Si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur la semaine dernière sur le vol de 5,2 millions d'euros en termes de diamants,
on était clairement sur une distraction passive, à savoir que lorsque le voleur regardait son butin et que son téléphone a sonné, qu'il a rendu quelque chose qui n'était pas du tout la chose qu'il avait dans les mains au départ. Distraction passive. On peut aussi utiliser, ça ils en ont pas parlé dans leurs travaux en neuromagie, mais la cécité temporaire, c'est-à-dire que on a des zones aveugles au niveau du cerveau, on a aussi des angles morts, par exemple juste ici je peux pas le voir alors que je vais avoir l'impression que je le vois parce que je vois encore mon bras ici. La distraction temporelle qui est quelque chose que les magiciens, mais aussi les mentalistes, mais aussi comme je vous en parlais précédemment les publicitaires utilisent dans leur stratégie. Dans la distraction temporelle, le but est de casser toute relation de cause à effet. Imaginez que je mette cette carte là dans le milieu du jeu et puis je retourne la première carte, admettons, ok. Ça c'est le valet de pique, je claque des doigts, mais la deuxième se retourne, ainsi que la troisième, la quatrième, etc. Et tout le jeu sauf la carte que j'ai rentrée tout à l'heure. C'est-à-dire le 9 de trèfle. Là forcément vous n'avez pas toutes les données, il y a eu une distraction temporelle qui fait que vous ne pouvez pas faire le lien entre la cause et l'effet. Vous pouvez encore une fois, comme c'est une vidéo, remettre en arrière et comprendre tout ce que j'ai fait. Mais dans l'instant, si c'était quelque chose qui avait été fait dans l'instant, il y aurait une distraction temporelle, même si j'avais fait tout depuis le départ jusqu'à la fin devant vous en temps réel, vous n'auriez pas pu faire les deux liens de l'ensemble du numéro. Et puis bien sûr dans leurs travaux ils ont révélé ce qu'on appelle les leurres, qui est quelque chose qu'on va utiliser pour cacher un geste ou cacher une action secrète. Dans le premier exemple que je vous ai donné, le but était de vous faire croire que l'as de carreau était encore dans le jeu. J'ai retourné, alors là c'est le valet de carreau ce coup-ci, et il fallait forcément que je vous fasse croire qu'il était encore présent en faisant l'éventail et en le mettant dedans. Mais c'était déjà plus le valet de carreau. Le fait de retourner comme ça la carte était juste un leurre pour moi, afin de réaliser mon action secrète. Et les recherches qu'ils ont fait sur le leurre, l'action secrète, est juste formidable. Ils ont relié ça au principe des neurones miroirs. Lorsque quelqu'un fait un geste, une manipulation, quoi que ce soit dans votre vie courante, vos neurones miroirs se mettent en place pour imaginer qu'ils sont en train de faire ce geste, afin de comprendre l'intention et le but de ce geste, quelle est sa finalité. Les neurones miroirs permettent donc de trouver l'intention et la motivation de la personne. Si par exemple maintenant je prends de l'eau et je la bois devant vous, vos neurones miroirs vont se dire instantanément pourquoi il boit de l'eau, qu'est-ce qui se passerait si moi je buvais de l'eau, ben j'aurais plus soif, donc il doit avoir soif. C'est exactement ça qui se passe. C'est d'ailleurs grâce aux neurones miroirs qu'on est capable d'apprendre de l'autre, c'est-à-dire on voit quelqu'un faire quelque chose et on gagne de l'expérience, on gagne des skills. C'est grâce à ça aussi qu'on a de l'empathie pour l'autre. Quand on voit quelqu'un de triste, on est triste aussi parce que les neurones miroirs se mettent en branle pour ressentir la même émotion que la personne. Et au final, c'est signe de nos grosses failles puisque quand on arrive à comprendre le fonctionnement des neurones miroirs, on peut les manipuler et on est tous manipulables de la même manière pour ça. À l'Institut Barreau en neuromagie, ils ont aussi étudié les mouvements du regard des spectateurs, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui les attire pas. En magie, on sait depuis longtemps, alors que c'était pas forcément quantifié scientifiquement, que l'œil a plutôt tendance à suivre quelque chose qui monte et qui s'éloigne plutôt que quelque chose qui descend. Donc si je veux porter votre attention ici, j'ai plutôt intérêt à faire ça pour pouvoir cacher quelque chose là. C'est une hypothèse. Voilà pour cette vidéo bonus. De toute manière, on se retrouve mercredi pour un nouveau casse-tête qui est très bien cool aussi à réaliser. Si vous n'avez pas vu celui de la semaine dernière, je vous le mets juste ici. Pensez à vous abonner, likez la vidéo si ça vous a plu. À très bientôt. Ciao.